Est-ce qu'elle peut se permettre? Je crois que évidemment, c'est pas le moment. On voit bien que nos soldats se font tuer tous les jours, que nous vivons une des guerres les plus tragiques, en tout cas de moi, depuis que je suis en Israël, depuis plus de 40 ans. Donc c'est clair que l'opportunité de ce jugement, à ce moment-là, n'est pas la plus adéquate. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Ok, Aurore, Daniel et Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que, on parle beaucoup ces derniers jours de la Cour suprême. Il y a eu ces fuites révélées par Amit Segal sur le contenu du verdict des 15 juges de la Cour suprême. On se rappelle que ces juges avaient statué, on se souvient de cette audition tout à fait particulière, exceptionnelle, avec les 15 juges de la Cour suprême autour de l'annulation ou non de la loi sur la raisonnabilité qui avait été votée par la Knesset en juillet dernier. Tout cela nous ramène à l'avant 7 octobre. On a du mal à se remettre dans le contexte, mais il faut bien le faire parce que, il reste environ 12 jours à la Cour suprême pour publier ce rapport selon la loi. Pour publier ce rapport avant que Madame Esther Hayout, la présidente sortante de la Cour, ne tire sa révérence définitivement. La question que je voudrais vous poser d'emblée, c'est la première question. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, la Cour suprême peut se permettre de publier un verdict qui va incontestablement susciter un véritable débat, nous ramener à l'avant 7 octobre et susciter véritablement des débats politiques alors que les soldats combattent dans la bande de Gaza et dans le Nord? Écoutez, la question est complexe. Est-ce qu'elle peut se permettre? Je crois que évidemment, c'est pas le moment. On voit bien que nos soldats se font tuer tous les jours, que nous vivons une des guerres les plus tragiques, en tout cas de moi, depuis que je suis en Israël, depuis plus de 40 ans. Donc c'est clair que l'opportunité de ce jugement, à ce moment-là, n'est pas la plus adéquate. D'un autre côté, la loi, comme vous l'avez évoqué, la loi. Esther Hayout a déjà, c'est pas Esther Hayout d'ailleurs, c'est une autre juge qui s'appelle Baron, Enad Baron, a déjà quitté la Cour suprême depuis 2 mois et demi. La loi impose les juges jusqu'à 3 mois après leur mise en retraite de signer sur tout leur jugement. Donc, si vous voulez, on assiste ici à une sorte de théâtre shakespearien où où j'allais dire, tous les acteurs sont déjà en scène et on voit que le récit conduit à ce jugement, parce que c'est pas un rapport, c'est un jugement qui risque d'avoir des conséquences difficiles pour le pays, qui en rajouterait en plus sur les tensions intérieures que le pays connaît déjà. Donc c'est clair que moi, à mon avis, ce jugement à cette période n'est pas opportun, mais je dois dire que les juges n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le sortir. On parle d'un appareil judiciaire. Les juges sont, j'allais dire, assujettis à la loi comme nous tous. Donc ils seront obligés de sortir ce jugement on parle du 14 janvier. Donc ce sera la date où le jugement devrait être sorti. J'ai quand même aussi une autre chose sur laquelle moi je suis un petit peu choqué, c'est que vous m'avez parlé, évidemment, on est en train de parler d'une fuite d'un jugement. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Je crois que c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël que un jugement fuit de telle manière. Alors évidemment, on ne parle pas d'un jugement contre Monsieur Lévy ou Monsieur Cohen. On parle d'un jugement qui nous concerne évidemment à tous, mais quand même. Il faut oublier, et je crois que souvent, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont oublié, y compris les journalistes, qu'il y ait une loi qui s'appelle le Subjudice, qui est une loi pénale où il est interdit à une personne de publier, y compris d'ailleurs, c'est valable pour la ligne éditoriale de la Rothstein, de publier une information dont le but serait d'influencer un jugement. Et moi, je trouve que c'est quand même assez grave. Les gens, j'ai vu en Israël, on n'en parle pas trop. Moi, je trouve que, comme je l'avais dit, d'ailleurs, j'étais contre les fuites au sein de la police. Je trouve que cette fuite-là a un caractère absolument vraiment nous cause un dommage qui fait qu'on est en train de parler d'un problème qui n'est peut-être pas d'ailleurs un problème et qui va, vous savez, c'est un brouillon de jugement, quoi.
À qui profite une telle fuite, à votre avis? Je peux pas savoir. Je peux absolument pas savoir à qui profite une telle fuite. Je ne suis pas assez j'allais dire dans les secrets des dieux pour le savoir. Amit Segal étant réputé pour étant un journaliste qui est réputé pour étant quelqu'un proche de Binyamin Netanyahou. Alors on aurait pu penser que c'est ça, mais j'en sais strictement rien. Je crois que de toute façon, nous-mêmes, nous tous, on est endommagés si vous voulez, ça vient entacher le système judiciaire. Et ce système judiciaire, il va nous perdurer. Il va nous perdurer à vous et à moi. Il va nous perdurer au-delà de la période où Binyamin Netanyahou va être au pouvoir, à tel ou tel gouvernement. Et c'est pour ça que, si vous voulez, à mon avis, on a tendance à l'arc-bouter. Et je crois que c'est une grosse erreur. Parce que ces mêmes juges qui demain vont juger justement les terroristes du 7 octobre. Oui. C'est-à-dire que si on ne donne pas un respect suffisant à ces juges, alors à ce moment-là, on risque de voir un travail judiciaire qui serait bâclé. Alors on va tout de même se livrer à une sorte d'exercice comme ça, parce que dans la révélation d'Amit Segal, il a fait ses calculs et il est arrivé à la conclusion qu'il y a 8 juges qui veulent invalider la loi annulant la clause de raisonnabilité, et il y en a 7 qui veulent la maintenir d'une certaine manière, qui ne veulent pas l'invalider. Et donc là, quelque part, déjà comme cela, et il a dû faire son travail assez scrupuleusement, donc pour faire voir qui vote pourquoi. Et là, on découvre finalement que la Cour suprême, elle est moins monolithique qu'on l'a prétendu, que même Yariv Levin l'a prétendu depuis le début de la réforme judiciaire, et qu'il y a une petite majorité de juges, on va dire, qui sont plutôt libéraux, et une grosse minorité de juges qui sont plutôt conservateurs. Est-ce que finalement, dans le contexte actuel, déjà en tant que tel, c'est pas une révélation assez surprenante? C'est-à-dire que on aurait pu penser que d'une certaine manière, il y ait une large majorité de juges libéraux qui veulent annuler la loi votée par la Knesset. Écoutez, Daniel, on en a parlé longuement sur nos antennes. Et je vous avais dit, connaissant un peu le système, que le fait de considérer que les juges donnent des jugements de manière monolithique, c'est un vrai leurre et un mythe. On le sait très bien. Il y a une majorité, il y a une minorité. Les juges émanent de tous les bords politiques. Et d'ailleurs des bords ethniques, j'ose parler de termes ethniques, ils sortent de tous les bords de la société israélienne. Donc évidemment, sur certains sujets, souvent de plein de sujets, ils ont des avis différents. Il suffit d'ouvrir des arrêts de la Cour suprême dans n'importe quel sujet, et on verra qu'il y a une majorité qui pense comme ça, une minorité qui pense autre chose, et il y a des revirements de jurisprudence. C'est-à-dire que le fait de dire la Cour suprême, ça ne veut rien dire. C'est comme si on dit, je sais pas moi, le gouvernement israélien lorsqu'on parle des 40 dernières années. Ça ne veut rien dire. Donc c'est évident, moi ça me surprend absolument pas que la Cour suprême ne soit pas composée de manière monolithique, puisque les juges ne sont en fait que le reflet de la société israélienne. Et je crois que les tentatives comme vous l'avez parlé d'Yariv Levin, mais c'est pas le seul, d'instrumentaliser la Cour suprême, de la démonaliser, j'allais dire, et de la rendre, suppôt du Hamas, est catastrophique pour nous et pour la crédibilité de l'institution. Et on voit bien d'ailleurs que les juges sont des gens qui ont des enfants, ils ont fait l'armée, ils sont pas moins citoyens que vous et moi. Qu'est-ce que vous répondez à certaines allusions que j'ai lues dans la presse israélienne de ces derniers jours, selon lesquelles, justement, les juges conservateurs voteraient dans le sens du gouvernement, c'est-à-dire contre l'annulation de la loi, pour les remercier justement d'avoir été nommés pour rééquilibrer, on va dire, la Cour suprême ces dernières années, on va dire? Moi, je ne crois pas non plus. Ça, c'est un deuxième mythe. Un juge, une fois qu'il est nommé, à partir du moment où ces critères d'indépendance sont protégés, ce qui est le cas en Israël, a ses propres idées.
Et on est absolument surpris parce que quand on suit en filigrane, si vous voulez, les nominations, par exemple, les dernières nominations des juges de la Cour suprême étaient du temps où la ministre était Ayelet Shaked. Donc c'était le gouvernement Netanyahou. Ayelet Shaked n'est pas considérée comme une personne d'extrême droite, d'extrême gauche, j'allais dire, de manière cynique. Donc elle est bien placée à droite. Et on voit bien que certains juges de la promotion, j'allais dire, d'Ayelet Shaked, ont invalidé, par exemple, Aryeh Deri. Et donc, ça ne veut absolument rien dire. Lorsqu'on parle de conservatisme en matière juridique, c'est pas du tout le conservatisme politique. Si vous voulez, quand on parle de conservatisme et de progressisme au niveau juridique, c'est plus jusqu'à quand est-ce que la Cour suprême va être militante ou non. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, ça s'avère que les gens qui sont soi-disant militants sont considérés comme c'est-à-dire interventionnistes, sont considérés comme des libéraux, mais parce que c'est un gouvernement de droite. Mais si demain il y a un gouvernement d'une autre tendance, ce gouvernement n'aimera pas non plus les juges parce qu'ils interviendront dans leur propre système. Donc si vous voulez, il faut comprendre, la Cour suprême n'est pas là pour donner raison à tel et tel gouvernement. Je ne connais pas les tendances politiques des juges, et je crois que j'en connais quelques-uns, et les juges se gardent bien d'ailleurs de le dire. Quand on parle de conservateurs et de progressistes chez les juges, c'est pas gauche-droite. C'est un raccourci qui est absolument désastreux pour le système judiciaire. C'est plus des tendances qui sont plus progressistes que si vous voulez, plus interventionnistes au niveau juridique que d'autres. Alors, je voudrais un mot sur le contenu du verdict, du psak-din, en particulier de celui d'Esther Hayout, qui a apparemment été donc révélé. Amit Segal a pu le consulter. Un de ses arguments, c'est de dire que cette loi sur la raisonnabilité, elle a été votée à une faible majorité. C'est-à-dire qu'une loi aussi importante que celle-là aurait dû être votée à une immense majorité. Or, elle, de son côté, la Cour suprême, lorsqu'elle va statuer sur ce dossier qui est pour la première fois d'invalider une loi fondamentale, apparemment, il n'y a qu'une majorité d'un juge. Alors finalement, l'argumentaire qu'elle avance pour ne pas valider la loi, c'est en fait l'argumentaire qu'elle va utiliser pour avoir une majorité. C'est pas contradictoire ? Absolument, vous avez tout à fait raison, Daniel, parce que si c'est le seul motif, c'est un petit peu contradictoire, mais enfin, n'oublions pas que ni vous ni moi n'avons vu ce jugement n'est pas sorti au public, que le fait que moi, je vous dis, j'étais ancien stagiaire de la Cour suprême et ça m'est arrivé de voir des juges qui changent leur jugement, mais à 180 degrés au dernier moment. Donc, si vous voulez, tant que l'œuvre d'art n'est pas signée et publiée, il n'est pas fini. Et puis, j'ai un deuxième bémol. Ce qui me surprendrait, c'est qu'Esther Hayout, qui est donc l'ancienne présidente de la Cour suprême, puisse motiver son jugement en 3 lignes, comme vous l'avez rédigé, en disant, voilà, comme c'était fait à une majorité de 64, alors à ce moment-là, c'est pas une loi qui est j'allais dire, susceptible d'être une loi fondamentale. Il faut dire que d'abord, il y a eu des lois fondamentales qui ont été passées à des minorités, à des majorités qui n'ont pas été très grandes, donc ça touche aussi le passé. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le seul argument qu'Esther Hayout ait invoqué sur cette loi. Et c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est-à-dire qu'on a une forme d'instrumentalisation d'un jugement qui n'est pas encore publié et dont tout le monde parle parce qu'on ne sait pas quel est son contenu. Moi, je crois qu'il faudrait prendre un petit peu respirer un peu profondément et d'attendre la publication du jugement définitif. On en parlera parce qu'évidemment, lorsqu'on vient annuler une loi fondamentale, ce qui n'a jamais été le cas depuis la création de l'État d'Israël, je m'attends de juges de la Cour suprême de pouvoir motiver leur décision plus que sur 2 lignes et plus que sur un seul argument. Eh bien, on va être patient, on va essayer d'attendre jusqu'au 12 janvier prochain, date limite fixée pour permettre à Esther Hayout et en tout cas l'ensemble des juges de publier donc leur verdict sur ces recours contre la loi sur la raisonnabilité. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté de répondre à nos questions toujours aussi précisément. Merci de l'avoir fait ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir Daniel.